Une conférence de Madame Isabelle Rachel Casta, et donc je vais laisser Dasha présenter notre conférencière. Isabelle Rachel Casta est professeure émérite à l'Université Artois. Membre du laboratoire Texte et Culture, elle a publié de nombreuses contributions sur le fantastique, la sérialité, la littérature criminelle en général. Un de ses ouvrages vient d'être édité aux éditions universitaires européennes. Au comble des fictions, jeux intertextuels et récits policiers. En 2017, paraîtra son nouvel opus sur les nécrofictions, autrement dit les autopsies en série, dans les programmes télévisés actuels. Édition Vendômière. Merci, bonsoir. Et je suis évidemment particulièrement heureuse d'être ce soir parmi vous pour évoquer, et je parle tout de suite du titre, qui lui-même contient et dit beaucoup de choses. Le Nordique noir et ses fantômes des polars a glacé le sang. Donc, Nordique noir entre guillemets, puisque ce sont les Anglais, les Britanniques qui ont, je ne vais pas dire inventé, mais qui ont donné ce titre choc pour serrer, pour réunir et évidemment pour désigner, au sens de la distinction, tout un pan de non seulement la littérature, mais aussi la sérialité contemporaine. Alors, avec toutes les métaphores que vous allez trouver, que l'on peut trouver sur l'horreur boréale, une de mes parties va s'appeler ainsi, sur le cercle polar, que l'on trouve aussi souvent, des métaphores sur l'ours polar aussi. Bien sûr, vous pouvez imaginer toutes les variations possibles et imaginables. Mais pourquoi ces fantômes ? Alors sans doute connaissez-vous ou avez-vous vu ou entendu parler de la série de Lars von Trier qui s'appelait L'Hôpital et ses fantômes. Alors je me lancerai très peu dans les noms originaux parce que la prononciation serait évidemment tout à fait désastreuse. Donc Lars von Trier, c'est un petit peu, si vous voulez, on va dire le David Lynch scandinave, et son Hôpital et ses fantômes, c'est tout à fait le Twin Peaks. Là aussi, pour celles et ceux qui connaissent la sérialité, enfin cette série. Donc, des fantômes d'ailleurs tellement, si je puis dire, prégnants, que le grand Stephen King lui-même a proposé un remake, et là c'est tout à fait frappant, puisque chaque fois qu'il y a une série scandinave, qu'elle marche, vous avez aussitôt, enfin généralement assez vite, le remake. C'est vrai aussi bien sûr pour le film, puisque vous vous souvenez de Millennium. Nous allons y venir, bien sûr. Non, pas au niveau du film tout de suite, mais de ce que j'ai à dire. Donc, lui-même, déjà acté dans son pays d'origine, si je puis dire, a aussitôt quasiment connu son remake américain, avec, bien sûr, Daniel Craig, James Bond 007, et un casting tout à fait prestigieux. Donc, Nordique noir et fantôme, des polars à glacer le sang. Et j'avais donné comme exergue, je continue de donner comme exergue, Doden, que moi je prononce, on va dire comme c'est écrit, je ne sais pas si on dit Döden d'ailleurs, c'est-à-dire la mort, qui est le cri de ralliement d'Astrid Lindgren et de sa sœur, comme il a été dit il y a quelques instants, et qui est aussi repris par Irma, l'un des personnages des petits vieux d'Helsinki, donc une petite vieille si je puis dire, mais tout à fait l'assumant parfaitement, qui s'amuse à donner, si vous voulez, cette sorte de mantra, ce véritable viatique à ses conversations, puisqu'elle se moque d'elle-même, dans la figure de si vous voulez, de la vieille personne dont le carnet d'adresse est plein de gens qu'il faut barrer puisque les gens meurent à 90 ans. Donc, Döden, qui font phrase qui fait d'ailleurs beaucoup rire sa meilleure amie Siri, qui attend avec impatience que Irma lance, si vous voulez, ces trois mots tout à fait sinistres, si vous voulez, mais contextuellement toujours pris avec beaucoup de légèreté. Il y a eu un an, le 5 octobre, que mourait Henning Mankell, mettant un point final à l'une des success stories littéraires les plus extraordinaires en termes éditorial et critiques touchant la Scandinavie. Titré
Étoile polar, la une de Libération du 6 octobre 2015 spécifiait, je cite, « Figure tutélaire et engagée du roman noir scandinave, l'écrivain suédois créateur du commissaire Wallander est mort lundi à 67 ans. » Le titre intérieur des 8 pages qui lui étaient consacrées, donc 8 pages, si vous voulez, les 8 premières pages d'un numéro du journal Libération, ça veut dire quand même l'importance, en tout cas que suppose les rédacteurs chefs, hein, qu'a eu cet auteur pour le lectorat français, enfin lectorat de Libération en tout cas. Donc le titre intérieur reprenait la métaphore en l'appelant Mankel, Nord, magnétique. Donc on retrouve, vous voyez, toujours le champ métaphorique du froid, du nord, du cercle polaire, de l'horreur, comme je le disais, boréale, hein, dans ces représentations. Tandis que la critique littéraire Sabrina Champenois revenait sur sa créature et alter ego, Kurt Wallander, en l'appelant le limier élimé. Donc là encore, un jeu de mots montre le limier, c'est, si vous voulez, celui qui cherche hein, sur les traces du crime, hein, mais élimé au sens d'usé, fatigué, défait. Il n'y a pas, si vous voulez, de triomphalisme policier dans ce personnage. Le commissaire a cheminé 22 ans dans l'ombre de Mankel, ou peut-être est-ce le contraire. Il a mené 12 enquêtes dans une Suède plus xénophobe et plus torturée que ce que nous vend d'habitude. Et c'est par lui et par Stieg Larsson qu'est advenu ce Nordique noir dont nous allons maintenant parler et dont tant de figures exemplifient et relayent le succès. Un dossier du Monde assez récent, du Monde.fr, enfin le magazine bien sûr, hein, succès du polar quand le crime paye, daté d'il y a 6 ans, s'étonnait justement et saluait la récente flambée du policier scandinave, encore confidentiel il y a 25 ans et aujourd'hui est porté au pinacle. Sur le petit document remis, vous voyez que j'ai reproduit la couverture d'un numéro spécial Marginalia qui acte quand même 28 pages de titres. Pas 28 pages d'extraits, non, 28 pages de titres de romans policiers scandinaves traduits en français. Donc il y a là quand même quelque chose, si vous voulez, de l'ordre de la masse, hein, au milieu, si vous voulez, il y a un milieu vraiment scandinave policier, au niveau quasiment, j'ai envie de dire, naturaliste du terme. Hein. Quand je parle de milieu policier, je fais vraiment référence au milieu, encore une fois, naturaliste. Récent colloque parisien s'interrogeait il y a à peu près un peu plus d'1 an sur le fantastique scandinave et ses approches critiques de la société. Ce qui fait que nous avons face à face, mais plutôt côte à côte, le nordique noir du policier réaliste, entre 15 paires de guillemets, parce que la fiction n'est pas réaliste, sinon c'est pas de la fiction, et de l'autre côté, ce que l'on peut appeler le Finnish World, c'est-à-dire l'étrange finlandais. Puisque vous avez aussi toute une partie de ce noir nordique qui plonge ses racines dans le fantastique le plus ancien, celui qui va inspirer Tolkien. Hein, lorsque Tolkien va écrire son Seigneur des Anneaux, il ne va surtout pas se tourner vers Shakespeare, mais il va se tourner vers les vieilles légendes scandinaves, le vieux fond scandinave, et cela donne peut-être justement son étrangeté. Donc, Nordique noir contre Finnish World, nous verrons au long de ces quelques propos, et peut-être à la fin, enfin, il n'y a pas de fin, ce qu'il en est. Alors, je vous propose un parcours en 3 moments qui seront chahutés. C'est-à-dire que la deuxième partie du deuxième moment deviendra peut-être autre chose, mais peu importe. Donc, premier moment, ce que j'ai appelé, enfin, c'est un documentaire de Guillaume Lebeau, hein, Ice Crime, série découverte ou redécouverte, que j'ai zoné en 2 sous-parties, l'horreur boréale, point d'exclamation, et les hommes inquiets du Nordique noir. Les hommes inquiets, bien sûr, vous connaissez un des textes de Mankel. En deuxième grande partie, je m'interrogerai sur le Nordique noir, un feu d'artifice venu du froid, mais un Nordique noir télévisé, bien sûr. Hein. Veine policière, filon politique,
et étranges et fantastiques, qui encore une fois ne sont pas si coupés que cela, hein, qui souvent d'ailleurs se conjuguent et s'épousent. Enfin, en troisième partie, mais comme j'y tiens, elle va peut-être venir un petit peu plus vite, eh bien je voudrais faire un focus sur les deux chefs-d'œuvre en tout cas à mes yeux, donc du Nordique noir. Je parle de ce roman Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist, donc Let den reta komma in, dans la langue originale suédoise, donc qui est à la fois un roman policier, un roman noir, un roman fantastique. J'essaierai de vous le montrer et d'en parler un petit peu. Et puis, et ça, c'est une série que nous verrons quelques instants tout à l'heure, la série de Lars Lundström qui s'appelle, alors je vous donne d'abord le titre international, puisque Real Humans, c'est-à-dire les vrais humains, mais qui s'appelle en langue originale Acta Minuscule. C'est une série, alors elle a eu beaucoup de succès. Alors quand je dis ça, généralement les visages me montrent que peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être un petit peu de temps, enfin bon. Donc Acta Minuscule, alors vrais humains, comprenez en fait que le vrai sujet de vrais humains, c'est le contraire justement. C'est l'inhumain, le subhumain ou le surhumain, puisqu'il s'agit de robots d'une définition tellement raffinée qu'on ne les distingue évidemment jamais du premier coup des acta minuscula, c'est-à-dire des vrais humains, lesquels sont foudrages évidemment, surtout quand certaines femmes demandent à ce qu'on fasse sauter les blocages Asimov. Alors vous savez ce que c'est que les blocages Asimov? C'est ce qui sert à contrôler les robots, et certaines femmes voudraient transformer leurs robots, si vous voulez, entraîneurs sportifs en super amants. Donc elles demandent à ce que saute le blocage Asimov, et évidemment les fils ne sont pas contents que leur maman se couche, comme ils disent, avec un grille-pain amélioré, quoi, hein, puisque ce sont des robots finalement. Et il y a là, bien sûr, des schémas oedipiens tout à fait intéressants. Hein, voilà. Alors, c'est la petite, la promenade en pays noir, hein, que je vous propose, mais voilà, avec peut-être des distorsions. Je vais passer peut-être plus vite sur certaines choses, d'où le petit exemplier avec des phrases qui, elles, si vous voulez, je ne les dirai pas toutes, mais au moins on les aura connues, on les aura vues un petit peu. Donc, en introduction de la première grande partie, je m'interroge justement sur Ice Cream, découverte ou redécouverte. En effet, il serait injuste de ne pas faire allusion, en tout cas maintenant au commencement, au succès que connut Maria Lang, sous un autre nom aussi Dagmar Lang, hein, qui était un auteur de whodunit suédois. Alors le whodunit, vous savez, c'est la petite, le mot formulaire, hein, que nos amis anglais utilisent pour désigner le qui fait quoi, hein, en un seul mot, c'est-à-dire le schéma christien, hein, d'Agatha Christie, du roman policier. Classique, comme on dit. Hein. Donc, il y eut l'écrivain suédois Dagmar Lang, qui a beaucoup écrit de whodunit, mais évidemment, on a envie de dire, comme nous, on connaît très bien Agatha Christie, on a plutôt été vers l'original que vers, si je puis dire, l'imitation. C'est un petit peu méchant, mais sa renommée a été très grande, hein, même si son nom n'est plus guère connu de nous, et son inspecteur récurrent, Christer Wick, W-I-G-J-K, donc a été lui aussi extrêmement connu. Donc, ne l'oublions pas, hein, en ce début de promenade, si vous voulez. Donc, j'ai voulu appeler horreur boréale, point d'exclamation, tous les écrivains et les showrunners qui vont entrer, si vous voulez, dans le chemin de Mankell et puis de Larsen, certains d'ailleurs même avant, hein, mais ils ont été un petit peu minorés par ces deux géants qui se sont imposés d'une façon extraordinaire. Hein. Stieg Larsson, on va revenir, Henning Mankell, on va revenir aussi. Donc, vous connaissez bien sûr Wallander par l'interprétation, j'y reviendrai vraiment, très hantée, très habitée,
de Branagh, hein, qui fait finalement le meilleur Kurt Wallander que l'on ait, alors qu'il y a 2 autres séries, hein, mais autochtones. Donc, nous connaissons le commissaire Wallander à travers lui, mais là aussi, n'oublions pas que il s'inspire beaucoup pour travailler d'un duo suédois à l'origine du roman policier vraiment critique. Alors là aussi, je vais épeler parce que je peux prononcer n'importe comment, si vous voulez. Bon, donc S-J-O-W-A-L, Sjöwall, bref, et Pierre Wallot, W-A-H-L-2-O, hein, donc Sjöwall et Wallot, qui sont aussi connus, si vous voulez, que chez nous. Qu'est-ce que chez nous des gens connus, voilà, bon. Donc, je sais pas, il y a des tas d'auteurs, bon, les auteurs policiers, il y en a énormément, Granger aujourd'hui, enfin, c'est du policier, aventure, enfin, il y en a qui me reviendront, mais il est vraiment, ils sont vraiment très très connus, c'est une paire d'auteurs, si vous voulez, extrêmement connus, un couple d'auteurs très connus. Donc, dans cette horreur boréale générale, hein, avant d'attaquer vraiment les deux murs porteurs, hein, si je puis dire, hein, eh bien, nous connaissons très bien en France, parce qu'il est venu plusieurs fois, et en particulier, il a été l'invité des Boréales, je crois, l'an dernier, c'est le Norvégien Jo Nesbø, qui est l'auteur d'un récurrent, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand on peut s'accrocher à un personnage récurrent, que ce soit pour le lire ou pour le filmer, on aime bien les récurrents. Hein, c'est la première question que posent les éditeurs. Est-ce qu'il y aura plusieurs épisodes? Est-ce qu'il y aura plusieurs histoires? Et effectivement, alors il s'appelle Harry Hole, hein, ce flic récurrent, si je puis dire, bon, alcoolique, que le critique Sylvain Kahn décrit ainsi, donc j'ouvre les guillemets: alcoolique, toxicomane, névrosé, défiguré, amputé des doigts, abandonné par sa femme, honni par son nouveau chef et recherché par la mafia chinoise. Donc, fermez les guillemets, évidemment, c'est un portrait un petit peu à charge, et Sylvain Kahn n'a pas hésité à appeler son article « Le retour de l'inspecteur Harry hein, », avec un petit coup de chapeau, bien sûr, à Clint Eastwood. Voilà, donc, c'est un article dans une revue qui s'appelle Alibi, hein, qui est tout à fait savoureuse, hein. Et je vous lis d'ailleurs ce qu'en dit l'auteur lui-même, donc Jo Nesbø, dans Les Cafards, hein, qui est un roman d'il y a une douzaine d'années. Hein. Il s'adresse à son personnage s'adresse à soi-même, hein, si je puis dire, par rapport à sa caractéristique majeure, l'alcoolisme. Parce que il y a une sorte d'hyperthème, si vous voulez, dans l'ensemble du Nordique noir, c'est souvent l'alcool. Hein. Il y a une sorte de retour du motif, hein, alcoolisé, très fort. Tu as été faire un tour dans le fossé, Harry, et à l'instant même où tu ouvres la bouteille, tu y retournes, il n'y a pas de moyen terme. Ah. Donc, fermez les guillemets, si vous voulez, c'est une sorte d'adresse de soi à soi, hein, donc les cafards. On reconnaît donc l'un des démons aussi de Kurt Wallander par instant, hein, alcoolisé, avec une alcoolisation quasiment métaphysique, hein, si je puis dire, puisque c'est dans les vapeurs de l'alcool que l'on oublie aussi les brumes glaciales, si je puis dire, du dehors. Donc, autre grande vendeuse, en tout cas, puisque un article qui lui est consacré s'appelle « Vent du Nord », mais V-E-N-D, Camilla Läckberg. Elle est très connue en France, bon, en tout cas je pense. C'est quelqu'un qui est une merveilleuse, enfin, elle a une excellente autopromotion, si vous voulez, hein. Elle est ravissante, elle reçoit les journalistes d'une façon aimable, hein. C'est une formidable femme d'affaires. Et elle raconte d'ailleurs, vous connaissez sans doute bon, les principaux titres, hein, L'enfant allemand, La princesse des glaces. Princesse des glaces, alors quand il y a quand même un livre qui s'appelle La reine dans le palais des courants d'air, on se dit, oh, ça ressemble. Ah, donc, si vous voulez, elle aime bien capter. Hein. Je pense que Camilla Läckberg, elle a bien compris comment ça fonctionne. Elle a une séduction, hein, d'ailleurs, hein, et elle vient, alors son plus récent, bon, elle a fait aussi du
prêt-à-porter et du prêt-à-lire. Hein. Mais son dernier remonte, si vous voulez, un petit peu dans l'estime critique, s'appelle Le Dompteur de Lyon, et il est sorti il y a quelques semaines, je pense. Donc, la Suédoise Camilla Läckberg, hein, vent du Nord, VEND. Ah, donc, comme l'appelle Anne-Françoise Hiver, hein, qui a écrit beaucoup sur le nordique noir, est vraiment tout à fait représentative de cette nouvelle génération d'auteurs qui a compris où le vent souffle et qui a envie, bien sûr, on va dire, de profiter de cette aubaine incroyable qui est de porter le nordique noir. Alors, j'en dirais peut-être un mot, mais vous allez dire, mais pourquoi ce succès étonnant, extraordinaire? Je pense qu'en grande partie, c'est lié à notre léger sentiment de frustration et d'agacement devant la production américaine. Bon, j'y reviendrai ou pas, je sais pas, on verra. Mais il est certain que nous nous sentons toujours un petit peu, on va pas dire complètement écrabouillés parce que c'est faux, mais il y a une productivité sérielle américaine extraordinaire. Regardez à chaque fois qu'on annonce la sortie d'une des saisons de Game of Thrones, enfin, c'est les chargements, la folie, bon. Donc devant cette déferlante américaine, on est bien content d'avoir trouvé de quoi faire pièce. Et c'est vrai que le nordique noir, ce sont d'autres décors, ce sont aussi tout simplement d'autres corps d'acteurs et d'actrices. Il y a quand même, je dirais là, une différence aussi au niveau visuel. On ne se comporte pas, on n'a pas la dentition américaine dans un film scandinave, si vous voulez. On n'a pas peut-être allez, on va dire, ce formatage superbe hein, de ces actrices et de ces acteurs. Et on est parfois peut-être content, rassuré de voir une humanité avec des poches sous les yeux. Reinhardt dans Wallander, il a le teint gris, on a l'impression qu'il est à mauvaise haleine, qu'on le voit, enfin c'est extraordinaire. Alors que, bon, donc je pense que ça fait beaucoup. Évidemment, nous avons eu le plaisir, l'honneur vraiment d'entendre, de voir Minna Lindgren et ces extraordinaires petits vieux des Inski. Quoi de moins, j'ai envie de dire, glamour a priori, que des romans policiers qui se passent avec des héros de 90 ans au moins. Bon, je veux dire par là que nous qui attendons toujours que le héros renverse sur son bras l'héroïne pantelante, là, s'il le fait, c'est que son déambulateur a lâché, si vous voulez. Donc, on a vraiment un monde absolument hors glamour, mais en même temps charmant, fantaisiste, erratique, qui finalement nous change complètement. Hein. Donc bien sûr que ça se passe à Helsinki, bien sûr qu'on prend beaucoup de tramway, bien sûr qu'il y a des méchants, mais pas si méchants que ça, où ils ont des raisons de l'être, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on est complètement, si vous voulez, dans le changement et dans la nouveauté, on est content. Alors j'avais noté 500 pages, non, pardon, mais beaucoup, hein, de citations, et j'étais très, très charmée tout à l'heure, puisque l'une des lectures était exactement l'un des passages que j'avais moi-même lu, c'est-à-dire la vieille femme qui est censée parler de la vie mode d'emploi de Georges Perec. Ça l'a rasé, mais alors absolument de tout. Donc elle va quand même en parler pour manger les excellents gâteaux que fait sa bru. Hein, donc elle dit, moi c'est pas bien grave, j'ai pas été jusqu'au bout, mais tout le monde s'en fiche. En fait, moi je viens pour manger les gâteaux. Et donc, mais elle parle quand même de Perec. Enfin, je veux dire, il y a, j'en parlerai pas parce que je comprends pas, mais en même temps j'en parle puisque je le cite, donc name dropping quand même. Hein. Donc c'est toujours très habile, c'est toujours, on aime bien ça. Donc je n'en parlerai pas, elle en a parlé elle-même. Toujours dans l'horreur boréale, l'islandais, donc je voudrais dire deux mots, j'ai amené l'ouvrage Arnaldur Indridason, qui lui aussi est très connu par son récurrent qui s'appelle Erlendur Svensson, mais qui a écrit aussi un roman qui m'interroge beaucoup, et qui s'appelle Opération Napoléon. Alors, il y a vraiment une histoire, le nordique noir pourrait si vous voulez, faire une sorte d'anamorphose dans ce roman, je pense. D'abord, l'opération Napoléon, on se dit, tiens, Napoléon, bon, tiens, voilà. Mais Napoléon vu par Indridason. Alors,
j'ai été très intéressée par ce livre parce qu'il est écrit en 99, mais il n'est traduit qu'en 2015. Et il est traduit de quoi? De la version anglaise. Donc on se dit, tiens, comment se fait-il que, bon, ce roman nordique noir ne soit pas traduit de l'original, mais de la version anglaise, que s'est-il passé? Alors on le lit, et on se dit, ah oui, tiens, peut-être quand même, il y a peut-être une petite raison. Alors, je vous lis la fin, sans vous en dire trop, et vous allez comprendre que c'est un petit peu étrange. Donc, l'histoire, c'est une jeune femme dont le frère court sur les glaciers, et tombe sur une équipe bizarre. On pense que c'est les services secrets américains, donc les grands méchants, les services secrets américains, qui viennent embêter les gentils nordiques hein, sur leur glacier. Et il y a toute une série de tortures, d'enlèvements, on vous crève les yeux, on vous flingue, on vous court après, vous vous en tirez quand même, parce que vous êtes l'héroïne. Bon. Donc, et à la fin des fins, je vous lis les derniers mots. Elle marchait au milieu des ruines, guettant le moindre indice qui confirmerait ses soupçons. Mais en vain, il n'y avait vraiment rien ici. Elle remarqua à sa grande surprise que ce constat ne provoquait en elle aucune déception alors qu'elle avait traversé la moitié de la planète. Un peu plus loin, sur le chemin du bateau qui l'attendait en bas, elle trébucha sur une grosse pierre enfouie sous les herbes hautes. Examinant la surface et grattant le bout du bout de l'index à terre accumulée, Christine, c'est l'héroïne, déchiffra une inscription grossièrement gravée dans la pierre, Blondie, 1947. Fermez les guillemets, point final. Blondie. Blondie est le nom du chien de Hitler. 1947. On se dit, attends, ah oui, et en plus nous sommes au large du Chili. Nous sommes sur une petite île qui s'appelle Borne. Bon. Et l'opération Napoléon raconte comment les services secrets américains, alors, dans la tête d'Ingrid Hasson, bien entendu, ont sauvé le Führer, l'ont emmené aux États-Unis, mais ça a raté parce que l'avion, il est tombé dans un glacier, et nous revenons au début. Le glacier s'était refermé sur l'avion, ça arrangeait bien tout le monde, parce que quand même, bon, sauver le Führer, on a beau dire, mais ça aurait pu faire un peu jaser, bon, voilà. Donc, le glacier s'est refermé, mais voilà, les glaciers, ça fond. Et les services secrets américains apprennent qu'en effet, on est en train de voir une carcasse apparaître, donc ils envoient leurs meilleurs lignées, équipes et tout ce que vous voulez, qui vont être effectivement mis en échec par un petit bout de fille hein, autochtone, hein, mais évidemment, c'est l'héroïne. Et alors, je me suis dit, en effet, Opération Napoléon, on comprend peut-être pourquoi Indrid Hasson a attendu exactement 16 ans avant de faire traduire son livre en français, parce que on tique un peu de voir que c'est le nom de code de Hitler, en fait. Hein. Donc, en même temps, c'est vraiment prenant, parce que il y a cette atmosphère à moins 40 degrés, enfin, bon, ce gel, hein. Regardez le titre de ce roman de Mankel, avant le gel, hein, avant le gel. Donc on tourne toujours sur ces valeurs qui nous frappent, hein, je crois, nous, pays tempérés, ces valeurs d'un extrémisme polaire qui nous frappe, qui nous interroge, parce que notre corps à nous, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il serait immédiatement fragilisé d'effet, si vous voulez, dans ce jour polaire. Donc, dont les bourrasques m'amènent donc à ce que j'ai appelé les hommes inquiets du nordique noir. Alors ces hommes inquiets, vous l'avez bien compris, eh bien c'est à la fois les héros et les auteurs. Comment ne pas évoquer Mankel, hein, donc je reviens un petit peu sur ce parcours tout à fait extraordinaire, hein, avec une production de la BBC, diffusé sur Arte, donc qui a été massivement suivi en France. 4 saisons, Le guerrier solitaire, La muraille invisible, pardon, Les morts de la Saint-Jean, et plus récemment La lionne blanche et L'homme inquiet. Le voilà, L'homme inquiet, hein, ce sont les 2 derniers volumes, hein, puisque l'épisode a été divisé en 2 épisodes, et qui voit Wallander sombrer
dans, si vous voulez, la nuit intérieure de la maladie d'Alzheimer. Et il est comparé par la critique française au roi Lear. Hein. Je cite quelques mots. Tel le roi Lear, Wallander perd la tête et ne reconnaît plus sa fille Glinda, interprétée par Jenny Spark dans la version anglaise, hein, quand elle le retrouve hagard sur une colline, un face-à-face terrible où les deux acteurs sont extraordinaires. Donc, il y a, si vous voulez, cet élan vers ce personnage qui symbolise à la fois nos faiblesses, nos doutes, nos hésitations, notre lassitude aussi devant des valeurs qui se délitent. Et je voudrais simplement lire quelques mots du roman donc, qui s'appelle « Avant le gel ». Si vous l'avez lu, vous vous souvenez peut-être que l'héroïne, c'est sa fille. Bon, il y a sans cesse chez Mankell une volonté aussi de mettre en avant des personnages féminins. D'ailleurs, il avait essayé de lancer, il a essayé puis il est mort, donc si vous voulez, c'est tout. Mais un personnage de femme policier. Alors elle n'avait pas Alzheimer, mais elle avait l'hypertension. Donc il abîme ces personnages, toujours. C'est-à-dire qu'il est, et ça c'est tout à fait aussi une des caractéristiques de ce Scandi Ice Cream, hein, comme on dit, de ce Scandinavian Crime Fiction, hein, comme disent les Américains également, c'est-à-dire qu'on lance des héros, mais on leur, si vous voulez, on leur fait une blessure, on les marque, hein, comme, vous savez, Oedipe qui veut dire pied enflé, bon, il démarre un peu mal dans la vie, bon, donc il faut absolument les marquer. Souvenez-vous, la détective britannique Miss Marple est vieille fille, donc elle est un peu en dehors du monde. Poirot, il est belge, donc il est en dehors du monde. Aux yeux d'un Anglais, un Belge, c'est complètement en dehors du monde. Bon. Donc il y a toujours, si vous voulez, un marquage quelque part chez les lignées, chez les détectives. Eh bien, dans la production scandinave, c'est pareil. On les lance et on les abîme. Hein. On les lance dans un univers dangereux, avec des relents fascistes, sous une couverture bien sûr tout à fait aimable, hein, et on s'arrange pour les abîmer, pour qu'ils aillent au combat, si vous voulez, déjà avec une forme d'être bancal, amoindri. Je pense que c'est ce qui nous plaît aussi beaucoup. Hein, c'est ce qui nous plaît, ce ne sont pas les surhommes, ce ne sont pas des êtres en pleine forme, ce ne sont pas des gens gâtés par l'existence, hein, et on se plaît bien sûr à reconnaître en eux l'humain trop humain, hein, dont parlait Nietzsche. Donc c'est avant le gel, j'en dis maintenant quelques mots. Cette nuit-là, 2 églises de Scanie brûlèrent de fond en comble. La chaleur de l'incendie fut si intense qu'à l'aube, il ne resta plus que 2 carcasses vides et noires dessus. Pardon. Devant l'autel, une femme gisait d'une 30aine d'années. Elle avait été étranglée à l'aide d'une grosse corde avec une violence telle que la tête était presque arrachée au corps. Kurt Wallander observa un silence complet outragé, pas simplement parce que Martinson conduisait très mal, comme d'habitude, ce qu'il avait redouté, que les animaux ne soient qu'un début, je vous renvoie au début justement du roman, se révélait exact, des fous, pensa-t-il, des satanistes, des malades, mais il n'était pas convaincu. Donc, fin de citation. Donc, nous nous trouvons devant, si vous voulez, le décor, j'ai envie de dire, basique, hein, c'est-à-dire l'église, donc lieu du sacré, un sacré, bien sûr, transgressé par l'horreur de ce qui s'y trouve, hein, une femme à la tête à moitié arrachée, en plus à demi avec un incendie, donc sataniste, malade ou pas. Donc il y a tout un questionnement sur qui a pu faire ça, hein, quel est le borderline, peut-être, on ne sait pas, le psychopathe, enfin comme on dit, hein, le serial killer, bon, qui a commis ces actes, et on lance Wallander et sa fille Linda sur sa piste. Donc cette prestation de Kenneth Branagh, hein, dont je disais tout à l'heure le caractère hanté, c'est pas par hasard d'ailleurs qu'on parle du roi Lear. Kenneth Branagh est un comédien de théâtre, il a monté lui-même des pièces de Shakespeare, donc le fait qu'il incarne d'une façon shakespearienne
ce personnage venu du Nord n'est que, si je puis dire, juste rétribution. Donc voilà, les hommes inquiets, Mankel et face à face avec Wallander. Lorsqu'en 2006, un autre homme inquiet paraît en France le premier volume de la trilogie de Stieg Larsson, version abrégée de son vrai nom d'ailleurs, Carl Stieg Erland Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, eh bien le traducteur et éditeur français est très loin de se douter du raz-de-marée qui va suivre. 3 800 000 exemplaires vendus en France. Alors je sais bien que se lancer des chiffres, vous savez, à la 3 millions, bon, ça n'est pas une preuve de qualité, mais ça veut dire quelque chose d'un point de vue, je dirais, anthropologique. Il y a le bouche à oreille, il y a la couverture, vous vous souvenez, avec ce médaillon manga, extrêmement caractéristique. Il y a tout de suite cette étrangeté de ces deux personnages face à face. Le journaliste, pas entièrement... avec quand même des casseroles, comme on dirait aujourd'hui, Blomkvist, et puis surtout, alors, qui va fédérer l'intérêt, la hackeuse, écorchée vive, bisexuelle, Lisbeth Salander, qui va devenir une véritable icône, au point que d'ailleurs, il y a même une chaîne de magasins qui a lancé des vêtements, les vêtements Lisbeth Salander. La veuve était furieuse, la veuve de Stieg Larsson était tout à fait furieuse de cette récupération. Donc, des films vont sortir, une série, puis, si vous voulez, le premier épisode de cette série va être gonflé, si je puis dire, sous forme de film, qui va sortir en France, et qui va faire découvrir une actrice absolument extraordinaire, Noomi Rapace, qui va effectivement fasciner, parce qu'elle n'est pas comme, effectivement, je le disais tout à l'heure, elle n'a pas le corps des actrices américaines, elle n'a pas le beau visage, vous connaissez tous et toutes, toutes et tous Lily Rush, Cold Case, là vous me dites oui, là, un petit peu là, bon, non, vous voyez ce que je veux dire, dolichocéphale, c'est très, c'est superbe matériel, si vous voulez, là pas du tout, et nous allons essayer de voir quelques instants de Millennium. Si vous voulez les noms et les chiffres, le journaliste un peu, on va dire, sur le départ, Blomkvist va reprendre, au nom de son journal Millennium, va reprendre l'enquête. Millennium, c'est Expo, le réel journal où travaillait Stieg Larsson. Donc c'est une transposition de son magazine. Et voilà, visage iconique, anneau dans le nez, la belle Lisbeth Salander, qui elle aussi, bien sûr, va enquêter sur ces meurtres de femmes et ces disparitions de femmes. Donc vous l'avez compris, le succès est tel que je ne devrais pas dire la trilogie, je le dis, parce que je dis la trilogie de Stieg Larsson. Mais vous savez fort bien, je devrais parler maintenant de tétralogie. Puisque l'édition étant ce qu'elle est, ils ont demandé, enfin les éditeurs ont demandé à un revriteur, un écrivain bien sûr qui a été choisi pour cela, d'écrire le 4e tome qui est sorti il y a maintenant 1 an. Alors il y avait tout un mystère de ce 4e tome, puisque la veuve, mais justement elle n'était pas mariée de Larsson, donc elle n'avait pas le droit de posséder l'ordinateur de l'auteur, a dit qu'il y avait un 4e roman, et non pas, on ne s'arrêtait pas à la fin, si vous voulez, de la trilogie, mais il y avait une continuation. A-t-elle dit ça pour embêter la famille de Stieg Larsson qui l'a persécuté, ou a-t-elle dit ça parce qu'elle était persuadée qu'il y avait effectivement le fichier du 4e volume? En tout cas, les éditeurs ont demandé effectivement à un écrivain, ça se fait beaucoup, d'écrire la suite. David Fincher, qui est le réalisateur américain, dit une chose très belle sur Millennium. Il dit ceci: Millennium est d'abord une histoire du nord de l'Europe. J'ai été captivé par l'énergie qui règne en Suède et le fait que la nature y soit si présente. Donc, l'Américain, regardant
ce roman et en faisant un film, tandis que de l'autre côté, les journalistes et critiques français ont une vision de Millennium un peu particulière en disant Millennium, c'est un peu le Harry Potter des adultes, une saga des temps numériques où une partie de l'intrigue consiste à briser des codes informatiques, à fouiller les énigmes d'un passé qui ne passe pas, avec les instruments de la plus cinglante modernité. Donc, vous comprenez pourquoi il y a bon, un engouement, hein, si je puis dire, tout à fait extraordinaire autour de cette histoire qui continue au-delà de la mort de son auteur. Je ne sais pas si c'est à craindre ou à saluer, mais en tout cas, on a envie, et ça c'est peut-être la victoire justement de Stieg Larsson, d'avoir créé des personnages dont on ne peut pas se passer. Il est insupportable que la mort d'un auteur nous prive, d'une certaine façon, de la continuation des aventures des créatures qu'il avait mis au monde. Et voilà pourquoi Lisbeth Salander continue avec ses anneaux dans le nez, ses piercings, hein, son blouson de cuir, enfin vous la connaissez, et donc cette icône hein, continue de connaître des aventures. Donc, je ne reviens pas sur cette fascination, hein, parce que bon, je voudrais aller un petit peu plus vite. Donc là, dans une sorte de deuxième grande partie, mais que je vais vraiment résumer pour atteindre la troisième, vous connaissez bien sûr à peu près toutes les séries possibles et imaginables qui sont en train d'être déclinées en ce moment à la télévision, sur les chaînes françaises. Hein. Vous connaissez sans doute for Bridalson, The Killing, qui a fédéré les enthousiasmes. Vous connaissez aussi le film, la série Bron, Le Pont, hein, qui a été décliné en Le Tunnel pour nous Français et The Bridge pour les Américains, qui est là aussi une série qui a rencontré un public vraiment considérable. Bon, en ce moment, le jeudi soir, je ne sais pas si vous êtes devant le petit écran, enfin les écrans sont grands maintenant, toujours le petit écran, mais donc, nous, on regarde Dans le secret des glaces. Alors, vous remarquerez que les titres français sont toujours en référence, profondément référents à, justement, au Nordique noir. Meurtre au pied du glacier, dans le secret, meurtre au pied du volcan, dans le secret des glaces, jour polaire. Autrement dit, on fait signe quand même, hein, on essaye de toujours faire signe autour du noyau sémantique du Nordique noir. Hein. Il faut que le public, éventuellement, les lecteurs, les spectateurs, se disent « Ah, tiens, on m'en parle, je vais voir ce que c'est ». Donc, il y a vraiment, bon, j'avais noté des titres, il y en a énormément, Acquitté hein, aussi, et cela a rejoint le filon politique également. Vous avez sans doute vu Borgen, enfin bon, beaucoup de gens ont regardé hein, cette série à cause de la femme politique hein, qui est montrée dans l'exercice de son pouvoir, un pouvoir là aussi très différent de notre propre exercice, je ne dirais rien, du pouvoir hein, tel que nous le concevons dans nos pays latins. Donc là aussi c'est très intéressant, un filon politique parfois même spéculatif, puisque l'une des séries s'appelle Occupé. Alors là aussi, je ne sais pas si elle est connue, c'est une série norvégienne qui montre une sorte de spéculation politico-fantastique, on ne sait pas très bien. La Russie occupe la Norvège, avec évidemment que chacun comment on peut dire, se positionne par rapport à cet événement. Voilà. Vraiment, leur nom est légion, hein, donc je vais très vite là-dessus. Troisième petite filon, le fantastique et l'étrange. Alors, là aussi, c'est passé, George Scott, ça s'appelait à peu près La forêt des disparus, je crois le titre français, qui a aussi surpris parce qu'il est rare que dans nos séries policières, d'un seul coup, on se retrouve avec du fantastique. C'est la forêt elle-même qui s'incarne dans des créatures semi-minérales, enfin semi-animales, semi-végétales, semi-humaines. George Scott, donc La forêt des disparus, qui renoue avec l'hôpital et ses fantômes, hein, d'une certaine façon. Donc une série à la fois un nordique noir, mais là aussi
relativement nouveau, puisque fantastique en même temps que policier, chose qui, chez nous, est quand même encore, nous avons quand même des, on va dire, des barrières, bon, barrières peut-être un peu zombies désormais, mais qui restent encore. Donc, je fais un grand saut. Donnez-moi à peu près le timing. Parce que En fait, il faudrait conclure. mais j'en arrive à ma vraie grande partie. Mais Bon, en fait, on donc, peut non, mais encore un petit peu. Il est 20h. Je vais donc sur ce que je voudrais vraiment, sur quoi je voudrais vraiment insister. C'est à la fois un roman, donc vraiment pour moi c'est le parangon de cette nouvelle, pas si nouvelle que ça, nous l'avons dit au tout début, mais de ce nouvel engouement, en tout cas pour une production qui elle existe depuis très longtemps, donc découverte et redécouverte. Donc c'est le roman Laisse-moi entrer, qui a été filmé 2 fois, donc une première fois dans son pays d'origine, si je puis dire, et une seconde fois, bien sûr, avec une filmographie américaine. On a casté une actrice, en plus, qui est vraiment le vent en poupe pour faire l'héroïne. Donc, cette histoire est sortie en France sous un titre, on a quand même le génie du titre qui tue, parce qu'on a appelé, le film est sorti sous le nom de Morse. Morse, M-O-R-S-E, bon. Le morse, vous savez ce que c'est? Bon, c'est le fait de se parler en morse. Donc, inutile de vous dire qu'en France, ce succès a été moyen, discret et confidentiel, parce que le titre originel laisse le bon entrer, laisse-moi entrer, laisse le bon entrer est quand même beaucoup plus porteur. Donc, moi, je le symétrise avec autre chef-d'œuvre, la série de Lundström, donc j'en parlais, j'en disais 2 mots tout à l'heure, Real Human, les vrais humains. Pourquoi cette symétrie bizarre entre donc ces 2 parangons des Nordiques noirs? Parce que laisse-moi entrer, comment dire cela? Vous connaissez, vos jeunes nièces connaissent, sinon vous, Twilight. La saga du désir interdit, comme on dit au Canada, parce qu'on ne dit jamais les titres anglo-saxons. Donc, Twilight, c'est une histoire de vampire, due à l'écrivain américain Stephanie Meyer, qui met d'ailleurs une définition de sa foi mormone, enfin c'est assez complexe. L'auteur, Laisse-moi entrer, a voulu finalement écrire une sorte de péri ou de para-histoire de vampire. Laisse-moi entrer, vous comprenez maintenant le titre. Un vampire n'entre jamais si vous ne le faites pas entrer. Donc, Laisse-moi entrer, Let Me In en américain, raconte une histoire extraordinaire. Ça commence dans un réalisme absolu, une histoire suédoise d'une tristesse infinie, puisque c'est un petit garçon qui s'appelle Oscar, qui vit dans une banlieue sinistre, qui s'appelle Blackberg. Oui, c'est là où vivait l'auteur, donc il a quelques souvenirs. Et ce petit garçon est, vous savez, c'est la tête de Turc, comme on disait jadis. C'est le souffre-douleur. Ses camarades le torturent. Ses profs font pas attention. Sa mère travaille, les parents sont divorcés. Bref, c'est l'élève, si vous voulez, l'enfant dont personne ne s'occupe ni se préoccupe, et qui est, bien sûr, seul, malheureux, blessé, laissé pour compte, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, et puis un soir, en rentrant chez lui, il voit une petite fille qui joue dans la cour de l'immeuble. Cette petite fille est peu vêtue, un petit peu surpris. Il s'assoit à côté d'elle et il engage la conversation. Elles ne sont pas très bons. Donc, ça l'étonne. Cette petite fille ne sont pas très bons. Elle est pieds nus dans la neige quand même. Et alors là, c'est une scène merveilleuse. Il lui donne son Rubik's Cube. Vous savez, cette chose avec des petits carreaux partout. Et il lui dit, tiens, c'est la seule chose au fond que j'ai, je te le donne, je te donne cet objet. Et évidemment, clac, 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 elle t'aligne tout en quelques secondes. Donc, il dit, elle est vraiment curieuse, c'est vraiment bizarre. Et lorsqu'elle va le voir, bien sûr, chez lui, elle ne peut pas entrer sans qu'il l'a pris d'entrer. Et elle lui dit, tu sais, il faut que tu me laisses entrer. Hein, quoi tu m'invites à entrer, je t'invite à entrer. Et à partir de là, va se construire, bien sûr, un roman assez glaçant,
sur une créature venue du fond des âges, puisque cette petite fille qui s'appelle Ellie est en fait un garçon qui a été castré il y a 220 ans, ça compte plus, hein, au bout de 220 ans, bon. Donc, et qui est une forme de vampire, qui vit avec un pédophile absolument épouvantable, tout le monde croit que c'est son père, mais c'est pas son père, c'est en fait son serviteur. Et maintenant vous allez comprendre vraiment le titre, Let denreta coma, laisse le bon entrer. C'est-à-dire le nouveau serviteur, puisque lui n'est plus bon à rien. Hein. Il est, chaque fois qu'il doit aller tuer quelqu'un pour lui ramener du sang, hein, eh bien il le rate, ou alors il le tue quand même, mais le sang ne coule pas là où il faut, ou alors il est dans les toilettes, il essaye de tuer le type, mais finalement il a des remords et se verse un grand seau d'acide dessus. Donc, bon, on est quand même là dans du très lourd, hein, du très noir, du très lourd. Et que fait Ellie, la petite fille, aux yeux d'Oscar? Évidemment, lui, il a envie de rencontrer une petite fille. Il n'a pas envie de rencontrer un vampire castré depuis 220 ans. Enfin, ça, il le découvrira peu à peu. Eh bien, elle veut un nouveau serviteur. Un bon. Denreta Comain. Laisse-le entrer, le bon. Et elle va pousser le mauvais dehors, hein, et faire peu à peu entrer dans son monde Oscar. Et j'aurais voulu vous montrer la scène extraordinaire où ses petits camarades le jettent dans la piscine pour le noyer et où quelque chose ou quelqu'un va venir le sauver. Au lieu du vampire, on ne voit vraiment que les yeux et le haut du visage. C'est le sauveur. Vous comprenez bien, elle les a mis en pièces, détachées, pour sauver ce garçon, ce petit garçon qu'elle aime et avec qui elle va partir. Alors, quelle ressemblance avec les robots? Eh bien, parce que justement, il y a de l'humanité dans un vampire. Elle le sauve quand même des affreux petits durs qui vont le tuer. Tout comme il y a de l'humanité dans les robots, puisque à la fin de la seconde saison, je vais très vite, hein, de Red Human, on verra une des robots hein, qui s'appelle Anita, Mimi Anita, se télécharger à elle-même un fichier qui va la tuer en tant que robot pour pouvoir traduire un texte pour l'amie humaine qu'elle aime et qui sinon perdra sa place. Donc il y a de l'humanité en Mimi, la lettre, si vous voulez, lettre robot, et elle va troquer son immortalité. Un robot est immortel dans la mesure où c'est effectivement une mécanique qui s'auto-régénère. Elle va traquer cette immortalité contre justement le fait d'avoir ce geste humain d'aider la femme avocate qu'elle aime en l'aidant dans son travail et en se condamnant elle-même à l'éternelle nuit mécanique, hein, ou disons, je ne sais pas comment on peut dire, chimique, de ces circuits à jamais endommagés. Elle entre dans le néant. Donc, je l'ai dit, alors je conclus, mais vraiment pour qu'on puisse peut-être un peu interlocuter. Bon, donc j'ai très peu parlé, bon, on peut voir, mais on peut aussi ne pas voir, je veux dire, c'est vraiment très... on le voit souvent, hein, c'est passé quand même plusieurs fois à la télévision. Hein. Donc cette nouvelle, si je puis dire, production de Nordique Noir, eh bien, elle vient à nous justement parce que les êtres qui en font partie sont moins parfaits, peut-être, que la production, on va dire, mainstream, hein, et donc nous parlent davantage. Vous avez là quelques images donc, sur lesquelles nous allons conclure. Je crois tout simplement que Dieu a créé Voilà. l'homme et la femme à son image. Qui es-tu? Tu dois te méfier de Roger. Roger? Derrière toi. Devant toi. Derrière toi. Stop. Ne bouge plus. Reste tranquille. Très tranquille. Donc, vous avez compris, on est dans un parc d'attractions où les robots sont là pour se faire dézinguer par les humains frustrés hein, qui viennent exercer donc sur eux mille violences, mais ils se révoltent
Et c'est l'histoire de la révolte finalement de ces robots menée par l'ancienne amant de l'humaine qui l'a finalement jetée, hein, on va dire littéralement, pour qui tous les hommes sont des rejets, c'est-à-dire le mari de cette femme. Voilà. Donc il y a une série en ce moment qui s'appelle The Westworld et qui reprend à peu près exactement ces images. Voilà, écoutez, je m'arrête là, bon, un petit peu au milieu de cette évocation. J'espère avoir tracé quelques lignes, hein, pour le Nordique noir. Voilà.